Bonjour à tous, je vous invite à vous abonner à cette chaîne, à aimer, à partager, à commenter ces vidéos, c'est très important. C'est une manière de nous soutenir. Merci à vous tous. Oui, je fais un don à la Fondation pour l'école. Un enseignement de qualité est possible. La Fondation pour l'école reconnue d'utilité publique agit pour le renouveau éducatif au service des familles. Grâce à vous, nous soutenons la création et le développement des écoles indépendantes. Nous aidons au quotidien les acteurs de la liberté scolaire. Faites un don sur fondationpourlécole.org. L'OMS, l'Organisation mondiale de la santé, a dans ses cartons un projet de traité sur les pandémies. Alors à l'origine, l'OMS était un outil de conseil pour les pays membres en matière de santé, mais la pandémie a révélé sa véritable autorité sur ces pays et sa capacité à imposer une politique sanitaire, une autorité qui est d'ailleurs rarement contrôlée. Alors ce traité, qui devrait être mis en œuvre l'année prochaine, élargira le pouvoir de l'OMS sur ses États membres, sapant pour certains le principe de démocratie en matière sanitaire. Et pour en parler ce matin, nous sommes avec Virginie Joron. Bonjour Virginie Joron. Bonjour. Alors vous êtes eurodéputée RN, vous êtes membre du groupe Identité et Démocratie, membre de la commission spéciale sur la pandémie Covid-19, leçons tirées et recommandations pour l'avenir. Et nous devrions être avec Édouard Husson, mais il va revenir avec nous très vite. Je suis là. Bonjour Monsieur Husson. Bonjour. Alors vous êtes directeur de la publication du Courrier des Stratèges, vous êtes auteur des chroniques Les Droites de Husson. Alors déjà, je voulais revenir sur l'OMS parce que depuis le 11 janvier 2021, le monde est toujours dans une pandémie alors que le Covid semble derrière nous. Enfin, l'OMS décrète que nous sommes toujours en pandémie alors que le Covid, on entend moins parler. Alors Virginie Joron, pourquoi l'OMS maintient aujourd'hui une pandémie ? C'est une question que je souhaitais poser lors d'une audition de la commission spéciale Covid. Comme vous l'avez mentionné, je suis membre de cette commission qui a une durée limitée dans le temps, puisqu'elle a été mise en place pour prendre des décisions, notamment sur la gestion des futures pandémies. Donc effectivement, le président de l'OMS, Tedros, excusez-moi, je connais son nom, est un peu compliqué, mais c'est le docteur Tedros devait venir à l'OMS et ça faisait partie des questions, puisqu'effectivement, ils ont déclaré cet état de pandémie le 11 mars 2021. Et depuis cette déclaration, il n'y a pas de suivi, on n'a pas de données qui pourraient maintenir cet état de fait. Et donc, moi, je regrette effectivement qu'il n'ait pas pu venir, puisqu'il y a plein d'autres questions autour de l'OMS, puisqu'on l'a constaté, c'est elle qui a déclaré cet état de pandémie, avec effectivement toute mise en place après derrière de différentes stratégies par des États membres et surtout de l'Union européenne, parce que ça permet pour eux effectivement de mettre en place un plan stratégique. Donc ça, c'est la première question, mais aussi autour de la désinformation, puisque comme vous l'avez remarqué, quand vous publiez quelque chose sur les réseaux sociaux, vous avez tout de suite, dès que vous parlez du Covid ou du vaccin, vous avez une mention que c'est l'OMS qui valide un petit peu les règles qui constate ou pas le bienfait, le bien fondé de l'information. Je ne sais pas si vous l'avez remarqué, et après des fois vous êtes même censuré. Donc il y avait plein de questions autour du pouvoir de cette OMS, puisqu'on l'a vu et vous l'avez mentionné, c'est une organisation internationale qui dépend de l'ONU. Ce sont des gens qui n'ont pas été élus directement par les gens. Ce sont souvent des gens qui sont placés. On se demande comment, puisqu'on vient d'apprendre dernièrement que M. Salomon allait être membre de cette organisation. Et on a découvert que en 2020, novembre 2020, lors du Forum de la paix sur Paris, Charles Michel avait dit qu'il fallait élaborer, donc avant la pandémie, on se souvient, c'était au tout début, vous vous rappelez, novembre 2020, c'était les prémices du Covid, donc on ne savait pas encore dénommer cette pandémie. Et déjà, ils avaient en projet de mettre en place un accord international pour la gestion des pandémies. Et puis depuis cette annonce, il y a une mise en place par l'OMS d'un calendrier très précis, avec des réunions qui se déroulent à Genève, puisque le siège de cette organisation est à Genève. Et c'est pour cette raison que la semaine dernière, j'ai organisé une conférence, parce qu'on voit bien que cette organisation a de plus en plus de pouvoir, puisqu'ils le disent, c'est eux, dans une communication. Là, j'ai retrouvé leur dernier communiqué, qui sont en train de mettre en place un outil vers un nouvel accord international de l'OMS juridiquement contraignant. Donc, ce qui veut dire que ça va avoir un impact direct sur nos libertés, j'ai envie de dire aussi, la liberté de choix par rapport à une stratégie vaccinale, par rapport peut-être aussi à la liberté d'aller et venir, puisqu'on a vu que l'outil qui a été
majeur lors de la crise pandémique, ça a été le pass sanitaire. Et on voit bien que dans leur traité, il y a quand même un paragraphe qui va développer la sécurité sanitaire mondiale au regard du numérique. Donc ça veut tout dire. C'est effectivement peut-être la gestion des datas pour pouvoir bien réagir. Mais après, est-ce qu'on ne va pas aussi QR code et de nouveau remettre en place des passes sanitaires? D'autant que j'ai entendu que lors du dernier G20, certains États souhaitaient qu'on pérennise le passeport numérique. Donc voilà, on est face à cette organisation mondiale qui vient de plus en plus prendre le pouvoir. Il n'y a pas vraiment de transparence, il y a un peu de flou autour de ces négociations. Et c'est pour cette raison, quand j'ai fait une conférence la semaine dernière avec différents experts qui ont travaillé dans l'OMS et qui finalement font un bilan assez alertant et effrayant, puisqu'on voit bien, hein, c'est pas moi qui le dis, quand vous faites une recherche sur cette organisation, on voit bien que elle date de 1948, et il y a eu beaucoup de scandales, parce que on le voit bien, une institution qui est entre les deux, hein. Donc il y a des États membres qui sont partenaires, et le problème, c'est que c'est financé par beaucoup de fonds privés, et du coup, ça pose question sur comment ils vont prendre ces décisions, s'ils vont pas être influencés par certains lobbies. Et pourquoi cette crainte? Parce qu'on a bien vu que la Commission, lors de la gestion de cette crise, pardonnez-moi, mais moi la conclusion, c'est qu'elle a été aussi influencée par certains laboratoires. Ça fait partie toujours de l'actualité, notamment autour des contrats d'achat qui ont été pour moi le moyen pour certains laboratoires de s'enrichir. Et donc du coup, cette crainte qu'on a vue à la Commission, pour moi, on peut l'appliquer aussi sur l'OMS. Parce qu'on le voit bien que beaucoup de fonds privés financent cette organisation, que ce ne sont pas des gens qui sont élus, et ils sont aussi, et ça je l'ai appris lors de la conférence, ils bénéficient d'une immunité. Donc voilà pourquoi c'est un sujet qui est très important. Vous l'avez dit, il y a un calendrier qui est mis en place par cette organisation, et on a 12 mois pour alerter les gens, pour aussi en parler, parce qu'il faut, moi je suis pour le débat, et bien que le fond de cette organisation soit la santé pour tous, et là on ne peut pas effectivement être contre, mais sur qui va en bénéficier, pour qui, si c'est pour les citoyens, il n'y a aucun problème, mais si c'est contre les citoyens, si c'est pour les lobbies, là oui, effectivement, il faut qu'on soit là et qu'on puisse contenir cette OMS qui, pour moi, pour l'instant, sous l'influence de beaucoup de lobbies. Il faudra être très vigilant. Et justement, on va revenir là-dessus sur l'influence de l'OMS, qui finance l'OMS, et bon, quels sont les intérêts, quels sont les intérêts de financer l'OMS. D'abord, je voulais revenir avec Édouard Husson sur l'OMS a modifié notamment la définition de la pandémie et a modifié les critères d'une pandémie. Alors, est-ce que l'OMS, pour vous, Édouard Husson, a modifié ces critères, notamment pour garder une sorte d'état d'urgence permanent dans le monde et pour pouvoir avoir une autorité sanitaire sur les pays membres de l'OMS? Alors, je crois qu'effectivement, si vous voulez, l'OMS reste sur le papier intergouvernemental. Simplement, on a tout ce que Madame Geron vient de décrire, qui sont des dérives possibles. Si vous permettez, je voudrais, si les questions de définition sont importantes, mais je voudrais insister sur un point. Il me semble qu'on est dans un calendrier qui a été indiqué avec un sentiment d'urgence et en gros, imaginons qu'un État mette du temps à signer l'accord international sur les pandémies. On va le montrer du doigt, on va lui dire qu'il est contre la santé du monde, etc., etc. Or, il me semble qu'il y a quelque chose que personne ne dit, c'est que on sort d'une phase, d'une séquence, et d'ailleurs pour l'OMS on est toujours officiellement en pandémie, mais il y a eu quand même un nombre de ratés absolument monumentaux. Premièrement, on ne sait toujours pas les origines officiellement du Covid, et c'est quelque chose sur quoi la Chine, qui a une influence indéniable sur l'OMS, n'a toujours pas fait la clarté.
la Chine, mais il se peut aussi qu'il y ait eu des financements américains, si c'est une origine accidentelle, comme de plus en plus de gens le pensent, du fameux laboratoire de Wuhan. Bon, ces choses-là. Moi, je pense que, si vous voulez, on ne peut pas engager la signature de la France sur un nouvel accord, sur un nouveau texte, si il n'y a pas eu la clarté qui a été faite. Donc, il y a les origines du Covid, il y a la manière dont la pandémie a été gérée, et au plan international, au plan national aussi. Moi, je suis quand même très étonné de voir que dans la campagne présidentielle française, il y a eu en 2022, il y a une espèce d'omerta sur tous ces sujets-là. Il fallait pas en parler. On n'était pas quelqu'un de sérieux, de responsable. Et les opposants à Monsieur Macron ne l'ont pas attaqué, ou très peu, sur ce sujet où il y avait eu un certain nombre de ratés. Et puis, il y a la question que Mme Joron soulevait aussi, qui est celle de l'utilisation de l'argent, de la contribution française. Il y a des choses dont je m'étonne qu'elles ne soient pas plus discutées, là encore, dans un contexte d'après la très mauvaise gestion du Covid-19. La France ouvre, par exemple, et finance, à ma connaissance, à hauteur de 120 millions, une académie de l'OMS à Lyon. C'est pas rien. Et qu'est-ce qui va s'y faire exactement? Comment les gens y seront formés? Il me semble avoir lu dans les documents budgétaires de l'OMS que pour l'année dernière, la France a contribué à hauteur d'environ 130 millions à l'OMS. Est-ce qu'il va y avoir un vrai débat au Parlement français sur ces sujets-là? Est-ce que les groupes d'opposition vont s'en saisir? Parce que il y aurait une question. Il y a une question qui se pose en général pour la France et ses engagements internationaux. Je pense que lorsque nous aurons à nouveau un gouvernement digne de ce nom, j'espère que des gens comme Mme Joron en feront partie. J'espère qu'on va poser la question quand même de ce qui est fait des contributions françaises à toutes les organisations internationales. Et je crois qu'il faut le poser de manière neutre, sans tabou, mais en demandant quel est l'usage qui est fait de l'argent, qui est l'argent du contribuable français. Il me semble, si vous voulez, que ça, c'est un préalable, parce que si on rentre tout de suite dans une querelle sémantique avec, oui, bien sûr, les bureaucraties sont faites pour développer des documents dont les termes vont être à la fois assez vagues pour être attrape-tout et assez technocratiques pour pouvoir contraindre les États et les emmener là où ils ne veulent pas. Mais il me semble qu'il y a quand même le nerf de la guerre. Ça reste une organisation intergouvernementale, et tout État, en particulier la France, qui est un gros contributeur, a une possibilité de faire pression en mettant en question la pérennité et au-delà de ce qu'imposent les traités, mais la pérennité d'un certain nombre de financements. Et donc, oui, donc cette pandémie, en tout cas cette définition de la pandémie, l'idée c'était de dire qu'aujourd'hui elle est étendue pour pouvoir donc maintenir un état d'urgence, ou alors pour pouvoir donc exercer son autorité sur les pays membres, même si il n'y a pas véritablement de pandémie, en tout cas d'alerte ou de surmortalité. Nous, en attendant, il est presque 8h et c'est l'heure du bulletin d'actualité d'Emmanuel Noël. Ligne droite, le témoin a dit la vérité, il doit être exécuté. La table ronde. Et dans cette table ronde, nous sommes avec Édouard Husson, directeur de publication du Courrier des Stratèges, auteur des chroniques Les Droites de Husson, et avec Virginie Joron, eurodéputée RN, membre du groupe Identité et Démocratie. Virginie Joron, vous en avez un petit peu parlé tout à l'heure, des mesures prévues dans ce traité de l'OMS. On a parlé notamment de la gestion des données, mais quelles sont les différentes mesures et en quoi ça va, quels vont être les changements par rapport au pouvoir qu'avait l'OMS pendant la pandémie, en tout cas à partir de 2021? On attend aussi la production des amendements. Pour l'instant, on a un cadre assez général où, en fait, vous avez une procédure surtout qui est adressée aux États membres avec diverses recommandations en matière de calendrier de mise en place de vaccins. Donc, c'est un peu la difficulté comment dire, de se positionner, parce qu'effectivement, pour l'instant, on n'a qu'un cadre général, c'est qu'ils annoncent effectivement qu'il va y avoir une saison des pandémies, que du coup, il va falloir que les États membres, les 194 États membres qui sont partenaires de l'OMS aujourd'hui, puissent signer, ratifier ce traité.
Donc effectivement, ils vont focaliser sur l'accès au vaccin. C'est surtout la priorité, c'est ça. C'est un accès plus équitable au vaccin. Ils annoncent quand même si le cadre est flou, que ce traité va être contraignant juridiquement, ce qui veut dire qu'il va y avoir un suivi avec des sanctions. Là aussi, on ne sait pas quel type de sanctions ils vont mettre en place, mais comme l'a dit M. Husson, ça va être effectivement, on va dénoncer les États membres qui vont pas ratifier ce traité et en les culpabilisant. On a aussi l'impression que ce traité, puisque comme on le sait, l'argent c'est le nerf de la guerre, donc le pays le plus fort, celui qui contribue le plus à ce budget, il aura un droit de regard plus important par rapport aux autres. Ça, c'est pas écrit, mais c'est quand même effectivement la donnée qui ressort dans la lecture de ce document, puisqu'on voit bien que comme les États-Unis sont les contributeurs les plus importants, après vient l'Allemagne, la France et aussi le Japon et la Chine. Donc effectivement, on voit que ça peut être aussi un outil de géopolitique. Donc ça, c'est aussi une alerte qu'on s'est mis, puisque on voit bien que, comme vous l'avez dit, elle n'a pas été efficace, notamment sur la volonté d'enquêter sur l'origine de Wuhan. On voit aussi que le premier point, c'est une stratégie vaccinale, donc au détriment de toutes les autres traitements qui pourraient être envisagés en recherche et développement, en innovation. Et donc en fait, et aussi effectivement une volonté de partager les données. Mais voilà, ce sont des gros titres, pas encore assez de données, il n'y a pas assez de détails. Les amendements, pour l'instant, on les a pas encore. Et notamment parce qu'en fait, il y a deux choses. Il y a donc ce cadre, ce traité international, et en même temps, en parallèle, ils veulent réformer le règlement sanitaire international qui date de 2005. Et là, effectivement, ça sera à l'intérieur de ce document qu'on verra effectivement les mesures plus concrètes. Et donc, il y a deux choses qui sont en train d'être négociées. Et puis, la Commission, donc l'Union européenne, s'est tout de suite positionnée pour être partenaire de l'OMS parce qu'elle considère qu'elle a été très active et son bilan est assez positif dans la gestion du Covid. D'où maintenant, donc dans cette commission Covid, on a en fait le résultat de travaux avec un rapport de 40 pages qui énonce effectivement la volonté de continuer vers une gestion internationale. Donc, vous voyez, l'Union européenne, elle s'approprie là aussi une compétence qu'elle n'avait pas en santé. Et maintenant, encore plus loin, elle se déclare partenaire officiel de l'OMS pour être main dans la main, ensemble, pour mettre en place des stratégies sanitaires. Mais surtout, quand on regarde ce document, il n'y a que des articles autour de la mise en place d'une stratégie vaccinale, un accès important pour le monde entier au vaccin. Et on le sait bien, les laboratoires sont derrière, avec effectivement une volonté de intégrer de plus en plus ces laboratoires, puisqu'on voit bien, par rapport au budget, c'est les États qui financent le plus. Et on le voit, ça fait partie effectivement des problématiques de l'OMS. Dans la conférence, c'est ce qu'on a soulevé, c'est-à-dire qu'un État, en fait, il flèche les budgets. C'est-à-dire si les États-Unis engagent une certaine somme de budget, c'est pour derrière engager une recherche, et souvent une recherche qui est portée par un laboratoire. Donc c'est assez pernicieux, et c'est aussi un manque de transparence, et aussi ça peut poser des questions en termes de conflit d'intérêts. Et donc, c'est pour ça qu'on est en alerte sur ce dossier, qu'on travaille avec différents experts qui ont travaillé à l'OMS, qui puissent nous fournir tous ces documents et pour pouvoir en parler, en débattre. Et c'est aussi intéressant, après, plus tard, effectivement, au sein du Parlement national, puisque normalement, ce traité international, s'il est ratifié par le président de la République, c'est l'article 53 de la Constitution, comme ça fait partie des traités internationaux, devra être normalement débattu au Parlement au sein de la Commission Affaires étrangères. Et donc, à ce titre, j'espère que d'ici là, on aura pas mal d'informations pour qu'il puisse effectivement y avoir un débat sain, cohérent et qui protège les intérêts des Français. Oui, donc c'est une obligation d'investissement sanitaire dans des budgets internationaux. Il y a aussi donc une obligation, vous avez dit, de suivi juridique avec des sanctions. Tout ça, Édouard Husson, ça pose la question de la souveraineté nationale, parce que c'est à partir du moment où c'est l'OMS qui décidera pour les nations de la politique sanitaire à adopter dans une période de pandémie. Donc les États ne seront plus souverains en matière de santé. Oui, si vous voulez, pardon, c'est effectivement
une servitude éventuelle qui est consentie, puisque ça voudrait dire que la France, État souverain, abandonne un certain nombre de prérogatives ou transfert des compétences. Madame Joron rappelait très justement que pendant, à l'occasion du Covid-19, la pandémie de Covid-19, la Commission européenne a tiré à elle les questions de santé, alors que ça n'était pas dans la répartition des compétences entre le niveau fédéral et le niveau des États membres. Donc, moi je crois, si vous voulez, effectivement, le débat qui aura lieu au Parlement, auquel Madame Joron faisait allusion, va être absolument décisif, parce que c'est l'occasion de poser un certain nombre de questions. Mais moi, pardonnez-moi de faire un tout petit peu de politique. Je crois qu'il faut se placer. On est dans une situation où le pouvoir de Monsieur Macron est fragilisé. Il y a un certain nombre de questions qui se posent. L'opinion publique, on voit bien qu'elle ne supporte plus les choses qui sont décidées par en haut et imposées par en haut. Et là, a fortiori sur un traité international qui deviendrait contraignant et qui ferait que la France n'exercerait plus ses prérogatives, encore plus que pour une réforme comme la réforme des retraites qui a été imposée ou que le gouvernement essaye d'imposer par une sorte d'oukase. Donc il faut vraiment se mettre dans l'état d'esprit de changer complètement. Il n'y a pas de fatalité, si vous voulez. C'est tout ce que décrit Madame Joron est terrifiant. Mais en même temps, il y a tout un travail qui a été fait d'information, malgré la censure sur les réseaux sociaux, qui a été fait allusion tout à l'heure, malgré les contraintes gouvernementales, le pass sanitaire, etc. Il y a un certain nombre de choses qui n'ont pas marché. On parlait de la question des vaccins. C'est quand même fascinant de voir que la question des vaccins reste aussi centrale, avec les conflits d'intérêts qu'on a vu surgir concernant les laboratoires. Il y a la question de la transparence. Donc c'est vrai que dans un moment de l'histoire de la Ve République où le Parlement a été en partie revigoré, même si je pense qu'il fait pas malheureusement complètement usage de ce qu'il a à sa disposition. Eh bien, lançons un débat et commençons par ce débat public. Et c'est vrai que là, il y a vraiment un devoir d'information, et on peut vous remercier d'aborder ce sujet ce matin. Il va falloir beaucoup d'heures d'information de ce type pour poser ces questions. Et on va se retrouver évidemment dans toujours le même cycle, c'est-à-dire que tout ce que nous sommes en train de dire, ça doit être jugé par 98% ou 99% des experts du paysage médiatique subventionnés comme du complotisme. Je suis en vidéo, vous pouvez faire moins de bruit s'il vous plaît. Vidéo, vous pouvez faire. Pardon, excusez-nous, vous avez continuez, Monsieur Husson. Pardon. Donc ça doit, je veux dire, tout ce que nous disons va être classé de l'ordre du complotisme. Sauf que, comme le disait avec humour Elon Musk il y a quelques jours concernant Twitter, tout ce qu'on avait dit sur Twitter qui était qualifié de complotisme, en fait, c'est avéré. Et je crois que c'est la même chose sur les affaires de santé. Là, on avertit, des gens comme Madame Joron avertissent à l'avance et font un travail on va se faire traiter de complotistes quand on relaie les avis de ces experts qui ont travaillé à l'OMS et qui savent de quoi ils parlent de l'intérieur. Quand moi, tout à l'heure, je mettais en cause, et on l'a fait beaucoup au courrier des stratèges, la manière dont ce qu'on appelle la pandémie a été horriblement gérée. Pour l'instant, on est ridiculisé, on est traîné dans la boue quand on dit ces choses-là, mais pourtant, il faut continuer, parce que je crois qu'il y a une prise de conscience dans l'opinion qui s'est faite au fur et à mesure de la pandémie, et il faut effectivement, là on a la chance de pouvoir anticiper, de pouvoir prévenir, et faisons-le.
Et justement, donc vous disiez, Monsieur Husson, que tout ça a été imposé par en haut, décidé par en haut, mais qui est influencé en haut? C'est-à-dire qu'on parle des conflits d'intérêts. Virginie Jouron, je voudrais revenir là-dessus. Quels sont les réseaux de l'OMS? Qui finance l'OMS? Quel bénéfice en tire-t-il si ça ne vient pas du peuple, toutes ces décisions de qui influence finalement l'OMS? Alors, j'ai retrouvé un reportage très intéressant de Arte qui dit, je vous invite à le revoir, l'OMS influencé par différents lobbyistes. Alors, c'est pas moi qui le dis, parce que dès qu'on parle de Bill Gates, il y a tout le monde qui nous saute dessus, on est des affreux complotistes. Mais encore une fois, dans ce reportage, on voit bien que les influences sont diverses et variées, mais surtout, elles défendent que des intérêts privés. Le plus gros fonds privé qui finance l'OMS, c'est la fondation Bill et Melinda Gates. Donc ça, c'est le premier point, avec effectivement derrière, on le voit dans ce reportage, que les travaux et les décisions de l'OMS sont influencés par ce fonds, puisque ils veulent effectivement déployer des vaccins en Afrique, et ils le dénoncent en disant, d'un côté, effectivement, ils veulent imposer cette stratégie vaccinale, et alors qu'il y aurait d'autres moyens de lutter contre la pauvreté, et aussi pour favoriser l'accès à l'eau, et qui permettrait effectivement pour certaines maladies de la contenir. Donc, ils le font pas. Donc, on voit très bien qu'effectivement, c'est le payeur qui influence les axes de décision de l'OMS. Un autre exemple, c'est aussi, on le voit dans ce reportage, c'est les lobbyistes privés. Monsanto, effectivement, qui a influencé la décision de l'OMS par rapport au glyphosate. Et puis, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est les États qui, en fonction du montant du budget, par rapport à des demandes de leur laboratoire en matière de recherche, qui vont demander à l'OMS d'influencer ou pas telle recherche. Et puis après, comme un autre exemple flagrant, c'est aussi encore le marché de l'industrie pharmaceutique, qui on ne sait pas pourquoi, là encore, en fonction des experts qui sont mis en place, parce que là aussi, comment sont choisis? On ne sait pas comment sont choisis ces experts. Il y a un concours effectivement pour certaines personnes, mais le secrétariat, c'est-à-dire donc l'organe décisionnel, c'est choisi en fonction d'eux. Comme je l'ai dit, Monsieur Salomon, on l'a envoyé là-bas, Madame Buzyn aussi. Sur quels critères? Sur quelle base? Et on voit que cette non-transparence, ces conflits d'intérêts, et un autre exemple, c'est par rapport à ça a été donc dit lors de la conférence par des experts qui ont travaillé dans l'OMS, qui ont vu tout cela par rapport au cholestérol, où ils ont abaissé la norme pour pouvoir derrière favoriser l'industrie pharmaceutique pour continuer à déployer le plus de médicaments. On le voit bien qu'effectivement, il y a derrière les laboratoires qui influencent certains gouvernements, qui influencent certaines fondations, et puis derrière, vous avez après des stratégies, que ce soit vaccinales, ou sinon le déploiement de certains médicaments. Ils disent, c'est eux qui définissent aussi certaines normes. Par exemple, j'ai vu sur tout ce qui est autour des problèmes mentaux. Donc, en fonction d'une définition plus large des problèmes mentaux, vous avez derrière toute une nouveauté concernant la mise en place de nouveaux médicaments. Et donc, ça favorise le marché, ça déploie le marché, et ça favorise effectivement les offres commerciales de certains laboratoires. Donc voilà, ça pose problème surtout à ce titre, parce qu'effectivement, on voit bien que, moi je le vois à la commission, c'est encore un sujet d'actualité. Je vois que bientôt il va y avoir un reportage sur Madame van der Leyen. Jusqu'à présent, même après tout ce travail au sein de la commission, on n'arrive pas à justifier ce nombre énorme de doses. 4,6 milliards de doses, il y a eu à peu près moins d'1 milliard de doses injectées dans l'Union européenne, 600 millions de doses, on ne sait pas où elles sont, et pareil, 600 millions de doses qu'on a envoyées à COVAX. COVAX qui ne fonctionne pas, donc c'est une plateforme pour récupérer les stocks des États membres qui n'en veulent plus, pour pouvoir les donner gracieusement aux pays africains qui en auraient besoin. Donc, pourquoi avoir autant acheté? On se retrouve, comme vous l'avez dit, même si l'OMS maintient l'état de crise pandémique, on a une réalité, même si la semaine dernière, on voit que le gouvernement pousse un petit peu à l'injection en disant qu'il y a le Covid et qu'il y a une sixième... ils ne savent plus quelle vague, puisqu'ils ne parlent plus de vague. Ils disent que le Covid revient, qu'il faut passer à la sixième dose. Mais là aussi... par rapport à quel variant, parce que là, il y a quand même une réalité. Ça fait 3 ans et demi maintenant
que nous sommes en crise pandémique, mais il y a eu différents variants. Là, on ne parle plus de variants, donc on a injecté quelle dose, quel variant. Donc voilà, on a cette problématique qui est encore d'actualité au sein de la Commission, et on voit bien effectivement qu'avec ce nouveau partenariat à l'OMS, eh bien, ce qu'ils ont mis en place durant toutes ces années avec effectivement une proximité et on verra, le temps nous donnera peut-être raison ou pas sur les conflits d'intérêts potentiels qu'il y a eu entre la Commission et le laboratoire Pfizer et BioNTech, puisque c'est quand même le contrat qui pose le plus de problèmes à l'heure actuelle, puisqu'on n'arrive toujours pas à justifier le nombre inconséquent de doses, qu'il y a tout un problème de transparence autour des négociations. Donc on verra si ce qu'ils ont appliqué à la Commission, et moi je crains que ça soit la même chose, vont le faire au niveau international. Ça sera encore beaucoup plus simple pour eux, puisque finalement, quand on voit que ça et c'est ce que je pense qu'il y a de problématique, c'est que plus on a élevé les niveaux de décision, et moins ils sont touchables. Voyez ? Et donc c'est un peu ça le problème, c'est-à-dire qu'en fait, chacun s'est déresponsabilisé. Les États membres ont dit c'est la Commission. La Commission dit quand il y a un problème, elle dit c'est les États membres. Les États membres disent quand il y a un problème, c'est la Commission. Et donc ça va être génial pour l'OMS. Parce que là, du coup, alors là, pour les atteindre, pour revendiquer nos droits, ça va être encore beaucoup plus compliqué. Et c'est aussi un problème parce que on le voit bien, problème de conflit d'intérêts, problème aussi de responsabilité en cas d'effet secondaire des laboratoires. Voilà, donc on est face à une situation qu'on a vue qui n'était pas une bonne gestion. Moi, je le dis par rapport à la Commission, puisqu'on a toujours ce problème des contrats, des doses dont on ne sait plus quoi faire. Le problème de responsabilité, parce qu'il y a un nombre aussi important d'effets secondaires qui malheureusement sont répertoriés par l'EMA et qui ne sont pas suivis d'effets et qui aussi sont aussi à gérer et qui devront être aussi débattus. Justement, je voulais revenir sur cette conférence, mais avec vous, Édouard Russon. Dans cette conférence, on nous explique notamment que les lobbies de l'industrie pharmaceutique taillaient sur mesure des lois pour l'OMS. Alors, est-ce que c'est vrai ? Est-ce que, entre guillemets, qui dirige l'OMS, ce sont ceux qui financent et c'est souvent donc l'industrie pharmaceutique finalement qui impose sa vision à l'OMS. Écoutez, je pense qu'il y a un certain nombre d'informations et de questions qui ont été posées tout au long de la pandémie. On a bien vu que sur la question du vaccin, il y avait un lobbying qui était fait par tel ou tel laboratoire, telle ou telle entreprise. On a bien vu d'ailleurs ce qui m'a toujours frappé dans la gestion de vaccination concernant le Covid, c'est qu'en fait la Commission européenne a fait en sorte que ça soit uniquement certains produits et pas d'autres, alors qu'il y en avait d'autres qui étaient fabriqués dans le monde. On a souvent parlé de la question du vaccin russe, mais les vaccins chinois, pourquoi n'étaient-ils pas en libre accès, etc. Bon, donc tout ça, si vous voulez, effectivement, on voit bien qu'il y a des choses qui sont pas claires, qui sont pas transparentes, et on sait bien. Depuis des années, nous sommes confrontés dans beaucoup de domaines à des scandales autour de l'industrie pharmaceutique. Alors, on va pas entrer dans tel ou tel dossier, mais certains des pourvoyeurs de vaccins ont eu des procès aux États-Unis ou ailleurs, qui est avec des sommes extrêmement importantes lorsqu'ils ont été condamnés. Bon, toutes ces choses-là, rappelons-nous, quand même, c'était il y a un an ou peut-être même plus récemment, toutes ces choses-là, quand on essayait de les amener dans le débat, on était tout de suite disqualifiés comme des gens qui étaient anti-vax, qui étaient anti. La question n'était pas là. Et vous soulevez très justement la question du lobbying, la question des conflits d'intérêts. Il y a un certain nombre de choses sur lesquelles il va falloir demander que l'information soit portée à la connaissance du public, et c'est là où on revient finalement à la question politique, à la question parlementaire. Imaginons qu'il y ait pour telle ou telle raison, selon tel ou tel scénario politique, qu'il y ait des élections législatives anticipées avec
de nouveaux élus, avec un nouveau rapport de force, je pense que c'est des choses qu'il va falloir porter très tôt dans la campagne, ce type de sujet. Et ce que le Conseil des stratèges fera, c'est de porter ça auprès de différentes forces politiques, en espérant qu'elles le relayeront. Oui, il y a des conflits d'intérêts par le passé, on l'a vu. Oui, il y a des choses qui sont absolument pas claires et la manière dont on n'arrive pas à savoir les conditions dans lesquelles a été signé l'accord entre Pfizer et la Commission européenne est typique. Oui, comme disait Madame Joron, la question du nombre de doses et ce qui en est fait, c'est quand même aberrant quand on voit le nombre de doses qui ont été achetées et sans qu'il y ait aucun suivi. Mais encore une fois, on revient à la question de l'OMS et de la souveraineté. Tout ce dont nous parlons, ce sont des abandons de souveraineté consentis par des gouvernements et que des parlements laissent faire. Il n'y a pas que la France, mais c'est vrai que la France, sur ce sujet-là, a été particulièrement dans une logique d'abandon depuis des années, et il s'agit d'inverser ces tendances. Rien n'empêche demain telle ou telle commission de l'Assemblée nationale, puisqu'on parlait de Monsieur Bill Gates, par exemple, de convoquer Monsieur Bill Gates pour lui demander un certain nombre d'éclaircissements sur les activités de la fondation Bill et Melinda Gates et sur d'éventuels conflits d'intérêts. Rien n'empêche de le faire. Sinon, sans doute, la peur de représailles, je sais pas d'où elle viendrait d'ailleurs, mais enfin, bon voilà. Donc ces choses-là, il faut les inverser. Et même chose pour les laboratoires pharmaceutiques. Même chose. On doit ça aux citoyens français. On doit ça à la santé publique française. Si les mots ont un sens, la santé publique, le moins qu'on puisse dire, c'est que depuis mars 2020, même un peu avant, elle a été très malmenée. Et il s'agirait d'inverser la tendance. C'est pas à l'OMS de dire aux États ce qu'ils doivent faire, c'est éventuellement aux États de décider ce qui peut être coordonné dans le cadre de l'OMS, mais vraisemblablement en ayant d'abord réclamé un droit d'inventaire. Virginie Joron, pour conclure, quelles sont les alternatives au Parlement européen pour éviter l'adoption de ce traité ? On continue l'information parce que, comme on l'a dit, c'est aussi très important de diffuser. Et je vous remercie effectivement d'en parler parce que ça fait depuis 2 ans qu'on sait qu'il y a ce traité dans les tiroirs. Personne n'en parle. C'est pas du tout d'actualité alors que c'est dans 12 mois, qu'il y a des tractations tous les mois. Donc l'information est importante. Et je vous remercie encore une fois de faire ce type de table ronde. Moi, je continue toujours à faire des conférences et à en parler. Après, concrètement, politiquement, moi, j'ai déposé cette résolution parce que je considère qu'effectivement, les laboratoires ont été impliqués dans cette stratégie vaccinale. Mais maintenant, il y a un très grave problème, c'est les effets indésirables, dit les effets secondaires. Donc, on a à peu près 1,6 million d'effets indésirables qui ont été répertoriés par l'Agence du médicament européen, qu'on a toutes différents, malheureusement, d'issues fatales par rapport au laboratoire. Donc, je demande maintenant, encore une fois, c'est la 3e fois que je le demande, l'ouverture de ce débat. Qui paye? Parce qu'on l'a vu, donc ils sont bien contents d'écouler leur stock. Là, d'ailleurs, j'ai pas le droit d'en parler, mais j'ai eu une réunion à ce titre parce qu'il faut écouler les doses, donc c'est en cours de négociation à l'heure actuelle. Mais j'ai pas le droit d'en parler, j'ai pas le droit de prendre de notes. Donc là aussi, d'un côté, on vend des valeurs de probité, de transparence, et puis en même temps, parlementaire, j'ai pas le droit d'en parler, je dois même signer un document qui, en cas de parole autour de ce sujet, je vais me faire sanctionner. Donc on a ce décalage effectivement, et puis surtout, moi je demande, maintenant, ok, vous voulez faire de l'argent sur le dos des contribuables sous prétexte que vous avez contribué à maintenir un certain niveau de vie, la reprise économique, etc., grâce au vaccin, mais maintenant vous allez payer les effets indésirables. On peut pas tout avoir dans la vie. Donc voilà, c'est un vrai sujet. J'espère que ce sujet aussi sera remis sur le haut de la pile du dossier, parce que quand on parle des effets secondaires, on est tout de suite attaqué. Oui, bénéfice-risque, oui, on a sauvé des gens, on a plus sauvé de gens que l'inverse, que finalement, ça serait du fake news. Donc c'est important, j'en parle, parce que il y a beaucoup de gens encore aujourd'hui qui m'alertent et qui vivent ça au quotidien. Je rebondis juste sur le décret là de monsieur
Braun sur la volonté de remettre en question, de remettre en place ces suspendus, il était temps, hein, et j'espère, et je vais suivre le dossier, parce que là aussi, avec eux, on ne sait jamais, il y a toujours un loup quelque part qui se cache dans leurs décisions. Et surtout, j'ai aussi une pensée, parce que je suis aussi beaucoup sollicitée par eux, donc le corps militaire, on n'en parle jamais, mais eux aussi, hein, ils sont contraints et forcés de se faire vacciner, surtout des jeunes qui veulent partir à l'extérieur. Et donc, du coup, eux aussi, il ne faut pas les oublier, parce que ils le font, parce que, voilà, par devoir, ils le font, mais souvent, c'est à contre-cœur. Et il ne faut pas les oublier. Je pense que c'était pas une bonne décision quand on avait un vaccin qui était en cours d'expérimentation, hein, donc très bien si certains l'ont bien vécu, mais ceux qui l'ont mal vécu, il faut penser à eux, et surtout ceux aujourd'hui qui ont des effets indésirables, et ils sont nombreux. Donc voilà un peu mon mot de conclusion. Donc toujours de l'action, toujours nous au niveau Parlement européen, des conférences, des propositions de résolution, des recours qui suivent son cours. En tout cas, on lâche pas le dossier. Surtout, comme je vous l'ai dit, hein, il y a une semaine, on m'a donc muselé pour pas parler de ce dossier. Donc, on va encore plus en parler, mais d'une autre manière. Merci beaucoup Virginie Jouron. On rappelle que vous êtes eurodéputée RN, membre du groupe Identité et Démocratie. Et merci à vous, Édouard Husson. On rappelle que vous êtes directeur de publication du Courrier des Stratèges et auteur des Les droites de Husson.